On avait identifié toute une série de circonscriptions dans lesquelles, au premier tour, les candidats du RN se situaient à 43, 44, voire 45%. En temps normal, si je puis dire, un candidat qui fait ce score au premier tour est assuré de l'emporter au second tour. Et du fait du désistement de nombreux candidats pour faire barrage, ces candidats RN ont été stoppés net. Et ce qui nous a tout de suite saisi, c'était l'ampleur du front républicain, le tir de barrage spectaculaire auquel s'est heurté le Rassemblement national. À la lumière des résultats des élections législatives, est-ce que vous diriez que la France est plutôt de gauche ou plutôt de droite ? Alors je pense que la réalité du paysage électoral et idéologique français peut se lire à l'aune des résultats du premier tour des élections législatives, avec un bloc très important, le Rassemblement national, à plus de 30% des voix, mais un bloc central qui résistait quand même pas mal aux alentours de 20%, et un nouveau Front populaire autour de 30% des voix. Donc une France tripolaire. Si on veut ensuite rentrer dans le détail, savoir si la France penche plutôt à gauche ou plutôt à droite. Sur les questions sécuritaires et régaliennes, incontestablement, la France est plutôt à droite. En revanche, sur le plan économique et social, et sociétal, la France est plutôt progressiste, plutôt social-démocrate sur le plan économique. Si on voit l'hostilité très forte, par exemple, à laquelle s'est heurtée la réforme des retraites, on voit comment les mesures en termes de pouvoir d'achat sont plébiscitées et annoncées par toutes les familles politiques. Il faut faire davantage de dépenses publiques, donner davantage de pouvoir d'achat. Donc retenons cette idée des trois blocs et d'un degré de droitisation qui va varier selon les angles qu'on va retenir. Dimanche dernier à 20h, vous, qu'est-ce qui vous a le plus surpris ? Et ce qui nous a tout de suite saisi, c'était l'ampleur du front républicain et le tir de barrage spectaculaire auquel s'est heurté le Rassemblement national. On l'avait anticipé dans les sondages d'entre-deux tours, mais pas du tout à cette hauteur, et c'est ça qui m'a le plus étonné, le plus saisi. On avait identifié toute une série de circonscriptions dans lesquelles, au premier tour, les candidats du RN se situaient à 43, 44, voire 45%, et donc en temps normal, si je puis dire, un candidat qui fait ce score au premier tour est assuré de l'emporter au second tour. Et du fait du désistement de nombreux candidats pour faire barrage, ces candidats RN ont été stoppés net et n'ont quasiment pas progressé d'un tour à l'autre, ce qui est assez saisissant. Quand vous faites 40% ou 45% des voix dans un territoire, avec une participation importante, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le matin, devant la cour d'école, quand les mamans ou les parents discutent, à la machine à café au bureau, à l'atelier, dans le vestiaire du club de foot amateur du village ou de la petite ville, les idées qui sont échangées, les faits divers qui sont commentés vont tous dans le même sens et se rattachent à la grille de lecture qui est celle du parti qui est dominant, ce qu'on appelait du temps de Gramsci l'hégémonie culturelle. C'est-à-dire que le sens commun est imprégné et marqué par la grille de lecture de ce parti. Comment se décompose chacun des électorats de ces trois grands groupes, du Front populaire, du Centre et du Rassemblement national, sociologiquement et géographiquement? Le bloc de gauche qui est arrivé en tête, sociologiquement, on va être sur un électorat qui est plutôt de classe moyenne ou classe moyenne supérieure, assez diplômé, auquel s'ajoute l'électorat des quartiers populaires, l'électorat des banlieues. Géographiquement, cette implantation est assez claire, principalement les grandes villes et leurs banlieues. Typiquement en région parisienne, c'est manifeste. Ce à quoi s'ajoutent des régions où l'implantation de gauche est historique, notamment dans le sud-ouest. Le deuxième bloc en termes de nombre, c'est bien évidemment le bloc du Rassemblement national. Là, on est sur une sociologie qui va être tendanciellement assez populaire. On rappelle qu'au premier tour des législatives, les candidats du RN sont à plus de 45% dans l'ensemble ouvrier-employé, avec aujourd'hui, compte tenu de leur niveau, une progression aussi dans les classes moyennes et chez les cadres, mais le cœur nucléaire de cet électorat reste la France populaire. Et géographiquement, on est sur une géographie qui est assez immuable, même si elle s'élargit un peu en tache d'huile pour ce qui est du Rassemblement national. C'est tout le littoral méditerranéen, c'est de Perpignan à Nice, quasiment toutes les circonscriptions sans discontinuité sont dans l'escarcelle du RN aujourd'hui. Et puis la France du Nord-Est, et un vote qui a beaucoup de mal à pénétrer dans les villes. Si on prend l'exemple de l'Île-de-France, la région capitale, la première circonscription remportée par le Rassemblement national est à Pontoise, c'est-à-dire qu'on est à 35 km de Paris. Le troisième bloc, c'est le bloc présidentiel. Sociologiquement, on est sur un électorat qui est plutôt CSP+, cadre, profession intellectuelle, profession libérale, chef d'entreprise,
retraités assez aisés. Géographiquement, on est en bataille avec la France de gauche pour le contrôle des villes, en province. Une ancienne France pro-européenne, libérale, démocrate chrétienne, dans l'ouest de la France, dans le sud du Massif central, en Alsace. En Alsace, on est d'abord sur des territoires qui économiquement sont plutôt prospères, donc c'est la France qui va bien. On est aussi sur une terre historiquement démocrate chrétienne, c'était un des bastions de l'UDF. Ce sont aussi des territoires, un peu comme la Bretagne, qui sont historiquement marqués par l'idéal européen. Avec l'Alsace de surcroît qui abrite Strasbourg, qui est une région frontalière. Donc, bonne santé économique, vieille influence démocrate chrétienne et engagement européen. Tout ça constitue le terreau qui a facilité les performances de ces candidats macronistes dans la région alsacienne. Est-ce que ces trois grands blocs, avec chacun donc leur nombre de députés, disent leur poids réel dans le pays ? Alors ces trois blocs, aujourd'hui, pour les mesurer, on peut soit prendre les scores, soit prendre le nombre de sièges. Est-ce que la répartition en sièges nous dit le poids réel qu'ils représentent? Je pense que ça allait un peu vite en besogne parce qu'il y a des effets un peu en trompe-l'œil. On a eu de nombreux candidats qui ont été retirés. On a eu les phénomènes de report républicain. Donc tout ça a pu gonfler les scores de certains nombres de ces blocs. Moi, je pense que en termes de quantification, la vérité des prix, c'est le premier tour des législatives, avec une forte participation. Et là, vous faites la somme du score de chacun des candidats de ces trois blocs et vous avez leur poids dans la société française contemporaine. Qu'est-ce que la physionomie de cette assemblée peut augurer pour la suite, pour vous? Est-ce qu'on peut gouverner, en fait, avec trois blocs à peu près égaux? La physionomie de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, rend le pays totalement ingouvernable. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune majorité relative. Trois blocs qui se regardent en chien de faïence. Le président est aujourd'hui plus empêché qu'il ne l'était avant la dissolution. La lisibilité du paysage politique n'a jamais été aussi confuse. Donc, bien malin qui peut dire, d'une part, quelle solution va sortir du chapeau dans les jours et les semaines qui viennent en termes de composition de gouvernement et de constitution d'une majorité gouvernementale minimale, quel va être le mécano ou la solution qui va être trouvée. Et donc tout ça peut prendre déjà plusieurs semaines. Et puis deuxième interrogation majeure, si tant est qu'une formule un peu viable sorte de l'hémicycle, quelle sera sa durée de vie avec un rendez-vous majeur à l'automne qui est le vote du budget. Ce pays difficilement ingouvernable n'est pas pour autant forcément invivable. Fort heureusement, la France hexagonale et métropolitaine ne peut pas être comparée à ce que nous connaissons par exemple aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, où il y a là vraiment des affrontements qui s'apparentent à une guerre civile. La France va partir en vacances, va accueillir les Jeux Olympiques. Les services publics, les entreprises fonctionnaient avant les législatives, elles fonctionnent au lendemain de ce scrutin, et le pays continue de vivre sans que les ferments de cette guerre civile soient palpables ou détectables.